17e et dernier chapitre. Cela fait 20 mois que je n'ai pas regardé ces dots. Aujourd'hui seulement, pour me distraire de mon angoisse et de mon chagrin, il m'est venu à l'idée de les relire. J'en étais resté à mon départ pour Hombourg. Grand Dieu! De quel cœur léger, comparativement parlant, j'ai écrit ces dernières lignes. Ou sinon, d'un cœur léger, du moins avec quelle suffisance, quelle espérance inébranlable. Doutais-je le moins du monde de moi? Plus de 18 mois ont passé maintenant, et je suis, à mon sens, dans une situation bien pire qu'un mendiant. Et pourquoi un mendiant? Je me moque de la mendicité. Je me suis tout bonnement perdu. D'ailleurs, cela ne peut presque se comparer à rien, et je ne vais pas me faire la morale. Il n'y a rien de plus absurde que la morale dans un moment pareil. Oh, les gens contents d'eux, avec quelle vaniteuse suffisance ces bavards sont prêts à prononcer leur sentence. S'ils savaient combien je suis conscient de l'abomination de ma situation présente, ils ne trouveraient plus de mots pour me faire la leçon. Et que peuvent-ils me dire de nouveau que je ne sache pas déjà? Il s'agit bien de cela. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en un seul tour de roue, tout peut changer. Et ces mêmes moralistes viendront alors les premiers, j'en suis sûr, me féliciter en plaisantant amicalement. Ils ne se détourneront plus de moi comme ils font maintenant. Mais je crache sur tous ces gens. Que suis-je maintenant? Un zéro. Que puis-je être demain? Je peux ressusciter des morts et recommencer à vivre. Je peux découvrir l'homme en moi avant qu'il ne soit perdu. Je suis réellement parti à Hombourg, mais j'ai été ensuite à Roulettenbourg et à Spa, et même à Baden, où j'ai accompagné comme valet de chambre le conseiller Hinz, un coquin qui fut mon maître ici. Oui, j'ai été laquais pendant 5 mois. C'est arrivé tout de suite après la prison, car j'ai fait de la prison pour dette à Roulettenbourg un inconnu à payer pour moi. Qui est-ce? Monsieur Astley, Paulina, je l'ignore, mais ma dette a été remboursée. 200 thalers en tout, et on m'a remis en liberté. Où pouvais-je aller? Ce fut alors que j'entrai chez ce Hinz. C'est un jeune étourdi qui aime paresser, et je sais parler et écrire en 3 langues. Au début, j'étais quelque chose comme son secrétaire, pour 30 florins par mois. Mais pour finir, je fus véritablement son domestique. Il n'avait plus les moyens de garder un secrétaire et il diminua mes appointements. Je n'avais nulle part où aller. Je restai donc et me transformai ainsi moi-même en laquais. Je ne mangeais ni ne buvais mon comptant à son service, mais par contre, j'amassai 70 florins en 5 mois. Un soir à Baden, je lui annonçai que je voulais le quitter. Le soir même, je me rendis à la roulette. Oh, comme le cœur me battait! Non, ce n'était pas à l'argent que je tenais. Je voulais seulement que dès le lendemain, tous ces Hinz, tous ces maîtres d'hôtel, toutes ces belles dames de Baden parlent de moi, racontent mon histoire, m'admirent, me complimentent et s'inclinent devant ma nouvelle chance au jeu. C'étaient là des rêves et des préoccupations d'enfant, mais qui sait? Peut-être rencontrerai-je aussi Paulina, lui raconterai-je mes aventures et elle verrait que je suis au-dessus de tous ces absurdes coups du sort. Oh non, ce n'était pas à l'argent que je tenais. Je suis persuadé que je l'aurais encore donné à gaspiller à une blanche quelconque et me serais à nouveau exhibé pendant 3 semaines à Paris, traîné par une paire de chevaux achetés 16 000 francs. Je sais bien que je ne suis pas avare. Je crois même que je suis prodigue. Et pourtant, avec quelle émotion, quel serrement de cœur je prête l'oreille aux annonces du croupier. 31, rouge, impair et passe, ou 4, noir, pair et manque. Avec quelle avidité je regarde la table de jeu où sont éparpillés des louis d'or, des frénériques et des thalers, les pièces d'or empilées qui s'écroulent sous le râteau du croupier, en tas chatoyants comme la braise, ou les longs rouleaux de pièces d'argent qui entourent le plateau.
Avant même d'atteindre la salle de jeu, dès que j'entends tinter les pièces, je suis près de défaillir. La soirée où j'apportais mes 70 florins sur la table de jeu fut prodigieuse. Je commençais avec 10 florins que je mis sur passe. J'ai un préjugé favorable pour passe. Je perdis. Il me restait 60 florins en pièces d'argent. Je réfléchis. Je jetais mon dévolu sur le 0. Je misais 5 florins à la fois sur le 0. Au 3e tour, le 0 sortit. Je crus mourir de joie en recevant 75 florins. Je n'avais pas été aussi heureux lorsque j'en avais gagné 100 000. Je plaçais aussitôt 100 florins sur le rouge et gagnais. 200 sur le rouge, je gagnais. 400 sur le noir, je gagnais. 800 sur manque, je gagnais encore. Je possédais en tout 1700 florins. Et cela s'était fait en moins de 5 minutes. En de pareils moments, on oublie tous les échecs passés, car j'avais obtenu cela en risquant plus que ma vie. J'avais osé prendre un risque et je me trouvais de nouveau au nombre des hommes. Je pris une chambre d'hôtel et m'y enfermai à clé, et restai jusqu'à 3 heures à compter mon argent. Lorsque je me réveillai, je n'étais plus un laquais. Je décidai de partir le jour même pour Hombourg. Là-bas, je n'avais pas été en service et je n'avais pas fait de prison. Une demi-heure avant le train, je retournai jouer 2 fois, pas plus, et perdis 1500 florins. Je suis tout de même parti pour Hombourg, où je suis depuis 2 mois. Je vis dans une angoisse continuelle. Je joue très peu à la fois et j'attends, je fais des calculs. Je reste des journées entières près de la table de jeu à observer. Je rêve même au jeu, mais cependant il me semble que je me suis endurci, que je me suis embourbé dans la fange. Je déduis cela de l'impression que me fit ma rencontre avec M. Astley. Nous ne nous étions pas revus et nous nous rencontrâmes par hasard. Voici comment. Je marchais dans le jardin et calculais que je me trouvais presque sans argent, mais qu'il me restait 50 florins et qu'outre cela, j'avais payé l'avant-veille ma note à l'hôtel où j'occupe une petite chambre. Il me restait donc la possibilité d'aller jouer une seule fois à la roulette. Si je gagnais si peu que ce fût, je pourrais continuer à jouer. Si je perdais, il me faudrait de nouveau m'engager comme laquais, au cas où je ne trouverais pas tout de suite une famille russe qui ait besoin d'un précepteur. Occupé par cette idée, j'allais faire ma promenade quotidienne par le parc et la forêt, dans la principauté voisine. Je marchais parfois ainsi 4 heures de suite et rentrais à Hombourg fatigué et affamé. Je venais d'entrer dans le parc lorsque tout d'un coup j'aperçus M. Astley sur un banc. Il me vit le premier et m'appela. Je m'assis à côté de lui. Lui, voyant la mine assez grave, je modérai aussitôt ma joie. J'étais ravi de le voir. « Ainsi vous êtes ici. Je pensais bien vous rencontrer, me dit-il. Ne prenez pas la peine de me raconter, je sais tout. Toute votre vie pendant ces 20 mois m'est connue. Ah bah, c'est ainsi que vous faites surveiller vos vieux amis, lui répondis-je. Cela vous fait honneur, vous n'êtes pas oublieux. Attendez, vous me donnez une idée. N'est-ce pas vous qui m'avez tiré de la prison de Roulettenbourg où j'étais pour une dette de 200 florins? Un inconnu a payé pour moi. Non, non, ce n'est pas moi, mais je sais que vous avez fait de la prison pour dette à Roulettenbourg. Alors vous savez qui m'a fait libérer? Non, je ne peux pas dire que je le sais. C'est étrange. Je ne connais aucun des Russes d'ici, et d'ailleurs, il n'est pas dit qu'il m'aurait rendu ce service. C'est chez nous, là-bas, en Russie, que les orthodoxes rachètent leurs frères. Aussi, je pensais que c'était quelque original d'anglais par excentricité. M. Astley m'écoutait avec un certain étonnement. Il pensait sans doute me trouver triste et abattu. Quoi qu'il en soit, je suis ravi de vous retrouver avec toute votre indépendance d'esprit et même votre gaieté, dit-il d'un air assez revêche. C'est-à-dire qu'au-dedans de vous-même, vous enragez de dépit de ne pas me voir abattu et humilié, dis-je en riant. Vos remarques me plaisent.
Je reconnais à ce propos mon vieil ami d'autrefois, enthousiaste, intelligent et en même temps cynique. Seuls les Russes peuvent abriter à la fois en eux tant de contraires. Il est exact que l'homme aime voir son meilleur ami humilié devant lui. C'est sur l'humiliation que repose le plus souvent l'amitié. C'est une vérité ancienne connue de tous les gens intelligents. Mais dans le cas présent, je vous assure que je suis sincèrement heureux de ne pas vous trouver abattu. Dites, vous n'avez pas l'intention de renoncer au jeu? Oh, au diable le jeu, j'y renoncerai aussitôt, si vous regagnez votre argent maintenant. C'est bien ce que je pensais, n'achevez pas, je sais, vous avez dit cela sans réfléchir. Donc vous avez dit la vérité. Dites-moi, à part le jeu, vous ne vous occupez à rien? Non. Il me fit passer un examen, je ne savais rien, j'avais à peine regardé les journaux et n'avais pas ouvert un seul livre pendant tout ce temps. Vous vous êtes endurci, observa-t-il. Non seulement vous vous êtes détourné de la vie, de vos propres intérêts, de ceux de la société, de vos devoirs d'homme et de citoyen, de vos habits, car vous en aviez, non seulement vous vous êtes détourné de tout but à part le gain, mais vous vous êtes même détourné de vos souvenirs. Je me souviens de vous à une époque passionnée et intense de votre vie, mais je suis sûr que vous avez oublié toutes vos meilleures impressions de cette période, vos rêves, vos désirs quotidiens ne vont pas maintenant plus loin que pair et impair, rouge, noir, les 12 chiffres du milieu, etc., etc. J'en suis persuadé. Assez, monsieur Astley, je vous en prie. Je vous en prie, ne me parlez pas du passé, m'écriai-je, avec humeur, presque colère. Sachez que je n'ai rien oublié, mais j'ai chassé tout cela de mon esprit pour un temps, même mes souvenirs, en attendant d'avoir complètement rétabli ma situation. Alors vous verrez, je ressusciterai des morts. Vous serez encore ici dans 10 ans, me dit-il. Je vous parie que je vous rappellerai ceci sur ce même banc si je suis encore en vie. C'est bon, cela suffit, l'interrompis-je avec impatience. Et pour vous prouver que je ne suis pas si oublieux, permettez-moi de vous demander où est maintenant Miss Paulina. Si ce n'est pas vous qui avez payé mes dettes, c'est certainement elle. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Non, oh non, je ne pense pas que ce soit elle qui ait payé vos dettes. Elle est maintenant en Suisse. Et vous me feriez grand plaisir en ne me posant plus de questions sur Miss Paulina, dit-il d'un ton péremptoire et même courroucé. Donc vous aussi, elle vous a blessé profondément, dis-je en me mettant à rire malgré moi. Miss Paulina est l'être le meilleur de tous les êtres, les plus dignes d'estime. Mais, je vous le répète, vous me feriez grand plaisir en cessant de me poser des questions sur elle. Vous ne l'avez jamais connue, et je considère son nom dans votre bouche comme une offense à mon sens moral. Vraiment? Vous avez tort d'ailleurs, car de quoi d'autre puis-je parler avec vous? Réfléchissez. Tous nos souvenirs s'y rapportent, ne craignez rien. Je n'ai nullement besoin de connaître vos histoires intimes, je m'intéresse seulement, si l'on peut dire, à la situation extérieure de Miss Paulina, aux conditions externes dans lesquelles elle se trouve maintenant. Cela peut se dire en 2 mots. Soit, à condition qu'après ces 2 mots, nous en restions là. Miss Paulina a été longtemps malade. Elle l'est encore. Elle a habité quelque temps avec ma mère et ma sœur dans le nord de l'Angleterre. Il y a 6 mois, sa grand-mère, vous vous rappelez, cette femme complètement folle, est morte en lui laissant à elle personnellement 7000 livres. Maintenant, Miss Paulina voyage avec la famille de ma sœur, qui s'est mariée. Le testament de la grand-mère assure également le sort de son petit frère et de sa petite sœur qui font leurs études à Londres. Le général, son beau-père, est mort il y a 1 mois à Paris d'une attaque d'apoplexie. Mademoiselle Blanche l'a bien traité, mais elle a réussi à faire passer à son nom tout ce qu'il avait reçu de la grand-mère. Je crois que c'est tout. Et Desgrieux ne voyage-t-il pas lui aussi en Suisse? Non, Desgrieux ne voyage pas en Suisse et je ne sais pas où il est. De plus, je vous conseille une fois pour toutes d'éviter ce genre d'allusions et de rapprochements déplacés, sinon vous aurez affaire à moi. Quoi?
Malgré notre ancienne amitié? Oui. Je vous demande 1000 fois pardon, monsieur Astley, mais permettez. Cependant, il n'y a là rien d'offensant ni de déplacé. Je n'accuse en rien Miss Paulina. Outre cela, un Français et une demoiselle russe, généralement parlant, c'est là un rapprochement que ni vous ni moi ne pouvons ni éclaircir ni comprendre complètement. Si vous n'associez pas le nom de Desgrieux à un autre nom, je vous demanderai de m'expliquer ce que vous entendez par l'expression un Français et une demoiselle russe. Quel rapprochement est-ce là? Pourquoi précisément un Français et une demoiselle russe? Vous voyez, cela vous intéresse. Mais c'est une longue histoire, monsieur Astley. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait connaître d'abord. Au reste, c'est un grave problème si comique que tout cela paraisse au premier coup d'œil. Le français, monsieur Astley, est une forme achevée et élégante. En tant que Britannique, vous n'êtes peut-être pas de cet avis. Moi, en tant que Russe, je ne suis pas non plus de cet avis, ne fût-ce que par jalousie. Mais vos demoiselles pensent peut-être autrement. Vous pouvez trouver Racine contourné, maniéré, parfumé. Vous ne le liriez même certainement pas, moi aussi. Je le trouve contourné, maniéré, parfumé et même ridicule à un certain point de vue, mais il est charmant. Monsieur Astley, et surtout, c'est un grand poète, que nous le voulions ou non. La forme nationale du français, c'est-à-dire du parisien, s'est coulée dans un moule élégant lorsque nous étions encore des ours. La Révolution a hérité de la noblesse. Aujourd'hui, le plus plat des petits Français peut avoir des manières, des attitudes, des expressions et même des idées d'une forme parfaitement élégante, sans que son initiative, son âme ou son cœur y soient pour rien. Tout ceci lui a été transmis par héritage. Par eux-mêmes, ils peuvent être les créatures les plus vides et les plus viles qui soient. Or, je vous le dis maintenant, monsieur Astley, il n'y a pas d'être au monde plus confiant et plus ouvert qu'une jeune fille russe, bonne, intelligente et pas trop apprêtée. Un Desgrieux apparaissant dans n'importe quel rôle, sous un masque, peut conquérir son cœur avec une incroyable facilité. Il a une forme élégante, monsieur Astley, et la demoiselle prend cette forme pour son âme, pour la forme naturelle de son âme et de son cœur, et non pour l'habit qui lui a été transmis par héritage. Pour votre plus grand déplaisir, je dois vous avouer que les Anglais, le plus souvent, sont compassés et dépourvus d'élégance. Or, les Russes savent d'instinct discerner la beauté, et ils en sont avides. Mais pour distinguer la beauté de l'âme et l'originalité de la personnalité, il faut incomparablement plus d'indépendance et de liberté que n'en ont nos femmes. À plus forte raison nos jeunes filles, et en tout cas, plus d'expérience. Miss Paulina, pardonnez-moi, son nom m'a échappé, mettra beaucoup de temps à se résoudre à vous préférer à un coquin de Desgrieux. Elle vous estime, elle sera votre amie, elle vous ouvrira tout son cœur, mais dans ce cœur cependant régnera ce coquin abhorré, ce vil et mesquin usurier qui a nom Desgrieux. Cela durera même par entêtement, pour ainsi dire, par amour-propre, car ce même Desgrieux lui est apparu un jour sous l'auréole d'un marquis élégant, d'un libéral désenchanté, soi-disant ruiné pour avoir voulu venir en aide à sa famille et à cet étourdi de général. Tous ces manèges ont été dévoilés par la suite, mais cela importe peu. Rendez-lui le Desgrieux d'autrefois, voilà ce qu'elle désire. Et plus elle déteste le Desgrieux d'aujourd'hui, plus elle regrette l'ancien, quoique celui-ci n'ait existé que dans son imagination. Vous êtes raffineur, monsieur Astley? Oui, je suis commanditaire de la grande raffinerie Lowell et compagnie. Ah, vous voyez, monsieur Astley, d'un côté un raffineur et de l'autre l'Apollon du Belvédère. Cela ne va pas ensemble. Et moi, je ne suis même pas raffineur. Je ne suis qu'un petit joueur à la roulette. J'ai même été en service, ce que Miss Paulina sait certainement déjà, car elle semble avoir une police bien faite. Vous êtes aigri, et c'est pourquoi vous dites toujours ces sottises, dit M. Astley avec froideur.
après avoir réfléchi quelques instants. De plus, vos paroles manquent d'originalité. J'en conviens. Et justement, ce qu'il y a d'affreux, mon noble ami, c'est que toutes mes accusations, si désuètes, si plates, et si vaudevillesques soient-elles, sont cependant vraies. Tout de même, nous n'avons rien obtenu, vous et moi. C'est une abomination et une sottise, car, sachez donc, s'écria M. Astley, la voix tremblante et les yeux brillants, sachez donc, homme ingrat, homme indigne, mesquin et malheureux, que je suis venu à Hambourg sur son ordre pour vous voir, vous parler longuement à cœur ouvert et lui rapporter tous vos sentiments, vos pensées, vos espoirs et vos souvenirs. Est-ce possible ? Est-ce possible ? M'écriai-je, et de grosses larmes jaillirent des yeux. Je n'avais pu les contenir, et je crois bien que c'était la première fois de ma vie. Oui, malheureux, elle vous aimait. Je peux vous le révéler parce que vous êtes un homme perdu. Bien plus, si je vous dis qu'elle vous aime encore, vous resterez tout de même ici. Oui, vous vous êtes perdu. Vous aviez certaines aptitudes, un caractère vif, et vous n'étiez pas méchant. Vous auriez même pu être utile à votre pays, qui a tellement besoin d'hommes, mais vous resterez ici, et votre vie est finie. Je ne vous accuse pas. À mon avis, tous les Russes sont ainsi, ou enclins à être ainsi. Si ce n'était pas la roulette, ce serait autre chose d'approchant. Les exceptions sont trop rares. Vous n'êtes pas le premier à méconnaître le travail. Je ne parle pas de votre peuple. La roulette est un jeu russe par excellence. Jusqu'à présent, vous avez été honnête et vous avez préféré vous faire laquer que de voler, mais je tremble en pensant à ce qui peut vous arriver dans l'avenir. Cela suffit. Adieu. Vous avez besoin d'argent, bien entendu, voici 10 louis d'or. Je ne vous donnerai pas davantage, car vous perdriez tout de toute façon. Prenez ceci et adieu. Prenez donc. Non, monsieur Astley, après tout ce que nous venons de dire, prenez, cria-t-il. Je suis convaincu que vous êtes encore noble, et je vous donne cet argent comme un ami peut en donner à un véritable ami. Si je pouvais être sûr que vous renonceriez tout de suite au jeu, à Hambourg et retourneriez dans votre pays, je serais prêt à vous donner sur le champ 1000 livres pour commencer une nouvelle carrière, mais si je ne vous donne que 10 louis d'or au lieu de 1000 livres, c'est que pour vous, actuellement, 1000 livres ou 10 louis d'or, c'est tout un, vous les perdrez. Prenez et adieu. J'accepte, si vous me permettez, de vous embrasser. Avec plaisir. Nous embrassâmes cordialement et M. Astley partit. Non, il a tort. Si j'ai été acerbe et stupide au sujet de Paulina et de Des-Grieux, lui, il a été acerbe et stupide au sujet des Russes. En ce qui me concerne, je ne dis rien. D'ailleurs pour l'instant, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Tout cela, ce sont des mots. Des mots et il faut des actes. L'essentiel maintenant, c'est la Suisse. Oh, si je pouvais partir dès demain, renaître, ressusciter, il faut leur prouver. Que Paulina sache que je peux encore être un homme. Il suffirait d'ailleurs maintenant, il est trop tard, mais demain... Oh, j'ai un pressentiment. Il ne peut en être autrement. J'ai maintenant 15 louis d'or et j'ai commencé avec 15 florins. Si l'on débute avec précaution, est-il possible que je sois un si petit enfant ? Est-ce que je ne comprends pas que je suis un homme perdu ? Mais pourquoi donc ne pourrais-je pas ressusciter ? Oui, il suffirait une fois dans ma vie d'être prudent, patient, et c'est tout. Il suffirait une seule fois d'avoir du caractère, et en 1 heure, je peux changer toute ma destinée. L'essentiel, c'est le caractère. Je n'ai qu'à me souvenir de ce qui m'est arrivé il y a 7 mois à Roulettenbourg avant de me ruiner définitivement. Oh, ce fut un remarquable exemple de résolution. J'avais tout perdu, tout. Je sors du casino, je regarde. Un florin se promenait encore dans la poche de mon gilet. Ah, j'ai encore de quoi dîner, me dis-je. Mais après avoir fait une centaine de pas, je me ravisai et rebroussai chemin.
Je mis ce florin sur manque, cette fois c'était sur manque, et vraiment l'on éprouve une sensation particulière lorsque seul en pays étranger, loin de sa patrie, de ses amis, et ne sachant pas ce qu'on va manger le jour même, on risque son dernier florin. Le dernier, le dernier. Je gagnais, et 20 minutes plus tard, je sortis du casino avec 170 florins en poche. C'est un fait. Voilà ce que parfois peut signifier le dernier florin. Et si je m'étais laissé abattre, si je n'avais pas eu le courage de me décider, demain, demain tout sera fini.